L'examen neuromoteur, basé sur l'évaluation du tonus actif, du tonus passif et des réflexes tel qu'il est montré sur ces images, est orienté vers le dépistage des anomalies. L'exécution précise de chaque manœuvre permet de recueillir des données objectives qui sont rapportées aux normes standardisées pour les deux groupes d'âge définis, 9 à 17 mois et 18 mois à 5 ans. La technique d'examen elle-même reste identique quel que soit l'âge. La validité des résultats repose sur le respect strict de la technique décrite. Les résultats de cet examen fournissent la description neuromotrice d'un enfant dans des termes qui peuvent être classés selon la présence ou l'absence d'anomalies. Ce classement reste descriptif et évite d'avoir recours à un diagnostic interprétatif. La méthode proposée ici comprend des directives pour le recueil standardisé des données et pour l'utilisation d'une grille de synthèse. Tout d'abord, vous allez voir un examen tel qu'il se déroule en temps réel sur un enfant normal, Sébastien, âgé d'1 an. Bien que l'examen puisse se dérouler dans n'importe quel ordre, nous commençons habituellement par le tonus passif au niveau des membres supérieurs, le foulard, puis le tonus passif au niveau des membres inférieurs, l'angle des adducteurs, l'angle poplité, l'angle talon-oreille, la dorsiflexion du pied, lent, puis rapide, lent, puis rapide, enfin, au niveau de l'axe corporel, l'incurvation antérieure du tronc comparée à l'incurvation postérieure. Le tonus actif est ensuite évalué, contrôle de la tête, station assise indépendante, station debout quelques secondes sans appui. Les réponses protectrices sont présentes, réaction aux pulsions latérales et parachute. Enfin, les réflexes ostéotendineux sont recherchés. Ainsi, en quelques minutes, nous avons obtenu assez d'informations pour affirmer que le développement neuromoteur de cet enfant se situe dans les limites de la normale. Maintenant, nous allons montrer chaque manœuvre en détail, en commençant par le tonus passif. Un déplacement segmentaire est fait par l'observateur, l'enfant lui-même restant passif. L'extensibilité musculaire et ligamentaire est jugée par l'estimation visuelle d'un angle ou d'une courbure. Au niveau des membres supérieurs, d'abord, la manœuvre du foulard. L'enfant est assis face à l'observateur, celui-ci amène la main vers l'épaule opposée. Chez cet enfant, le coude a nettement dépassé la ligne médiane, c'est l'aspect normal. Lorsque le coude n'atteint pas la ligne médiane, ceci indique une hypertonicité modérée. Lorsque le coude n'atteint même pas la ligne axillaire antérieure, l'hypertonicité est très anormale. Par contre, l'hypotonicité des membres supérieurs ne peut pas être définie à cet âge. L'amplitude du ballon de la main est estimée en secouant les poignets. Les mouvements passifs de flexion-extension de la main sont normalement libres et égaux des deux côtés. Le poing fermé en permanence est anormal. Si le pouce est fixé à l'intérieur du poing et qu'aucun mouvement spontané d'abduction ne soit observé, cette situation très anormale est souvent décrite par le terme de pouce adductus ou pouce cortical.
Pour l'évaluation du tonus passif au niveau des membres inférieurs, d'abord l'angle des adducteurs. L'enfant étant étendu, les membres inférieurs maintenus en extension, l'observateur place ses index le long des axes fémoraux et cherche à obtenir la plus grande ouverture possible. L'angle global est évalué visuellement, là où les index se rejoindraient. En cas d'asymétrie droite-gauche, celle-ci est visible mais plus encore perçue comme une résistance plus marquée. Un angle inférieur à 40 degrés zone rouge indique une hypertonicité marquée. Un angle de 40 à 110 degrés une hypertonicité modérée. Toute valeur supérieure à 110 degrés est acceptée comme normale et les variations sont très larges. Pour la manœuvre talon-oreille, les membres inférieurs étendus sont soulevés ensemble, puis rapprochés de la tête, en arrêtant le mouvement lorsque le siège lui-même commence à quitter le plan d'examen. L'angle talon-oreille représente l'espace parcouru par les membres inférieurs entre le plan d'examen et la position finale. Un angle inférieur à 100 degrés, zone rouge, indique une hypertonicité marquée, très anormale. Un angle de 100 à 110 degrés, une hypertonicité modérée. Et la zone normale, là encore, est très large, de 120 à 170 degrés. Pour l'angle poplité, les deux cuisses sont d'abord fléchies latéralement sur le bassin, puis, genoux ainsi fixés, on étend au maximum la jambe sur la cuisse. Un angle inférieur à 100 degrés, zone rouge, indique une hypertonicité marquée. Un angle de 100 à 110 degrés indique une hypertonicité modérée. La zone normale est très large, de 120 degrés jusqu'à la ligne droite. Par la dorsiflexion du pied sur la jambe, la réponse à l'étirement du triceps est évaluée. Pour inclure dans cette recherche non seulement le solaire mais les jumeaux, il importe de tester membre inférieur étendu. La flexion du pied sur la jambe est faite 2 fois, lentement d'abord, puis rapidement. L'angle à mesurer est montré ici en bleu, normalement de 70 degrés ou moins. 80 à 90 degrés indique une hypertonicité modérée, 90 degrés ou plus, une hypertonicité marquée. Si l'on compare l'angle obtenu par la manœuvre lente à celui obtenu par la manœuvre rapide, les deux angles sont normalement identiques et aucune variation de résistance n'est perçue au cours de la manœuvre rapide. Deux types de réponses anormales peuvent être observés. Une contraction anormale de type phasique lorsqu'un court arrêt est perçu dans la manœuvre rapide, avec cependant un angle rapide identique à l'angle lent. Une contraction anormale de type tonique, quand le blocage survient très tôt dans la manœuvre rapide, avec une résistance si forte que la manœuvre ne peut être achevée que lentement. Ces deux réponses sont anormales, mais la réponse tonique est plus pathologique. Des exemples seront montrés plus loin. Maintenant, l'évaluation du tonus passif du tronc. La flexion ventrale du tronc produit un certain degré d'incurvation antérieure. Le mouvement opposé d'extension dorsale n'entraîne qu'une incurvation minime. Ainsi, quel que soit l'âge, plus de flexion ventrale que d'extension indique l'équilibre normal, tel qu'il est représenté schématiquement ici, par les deux lignes rouges. Ici, l'équilibre est rompu, car l'extension dorsale excède la flexion ventrale, indiquant une hypertonie absolue ou relative des extenseurs. L'opistoténose désigne le degré extrême de ce déséquilibre. Une limitation des deux amplitudes n'est pas anormale. À l'opposé, une amplitude presque illimitée dans les deux sens marque une hypotonie axiale très anormale, souvent comparée à celle d'une poupée de chiffon. Le tonus actif est évalué par l'observation des performances motrices de l'enfant, contrôle de la tête, station assise, station debout, marche indépendante et habileté manuelle. Un contrôle parfait de la tête et de la station assise indépendante sont acquis avant 9 mois, comme vous le voyez ici. Si la station assise n'est pas acquise à cet âge, le type de l'échec est décrit. L'échec en arrière, tel qu'il est figuré ici, reflète le déséquilibre du tronc au profit des extenseurs. L'échec en avant reflète une hypotonie globale. Les deux situations sont anormales. La station debout est acquise à 1 an, avant 1 an,
avec pieds fermement posés au sol et pas de ciseaux. En cas de déséquilibre du tonus axial, l'enfant tiendra debout avec une incurvation en arrière du tronc, type salut militaire. Les réflexes ostéotendineux sont recherchés de la manière habituelle, au doigt ou au marteau. Sauf pour le rotulien, la réponse est souvent mieux perçue que vue. Des réponses exagérées sont anormales, de même qu'un clonus marqué du pied. Deux réactions posturales de protection sont à rechercher. D'abord, la réaction aux pulsions latérales du tronc. L'enfant est assis, les mains libres, une brusque poussée latérale est imprimée à la hauteur des épaules, d'un côté puis de l'autre. L'enfant étend le bras opposé pour parer la chute. La réaction doit être présente et symétrique. Puis le parachute, l'observateur qui tient l'enfant comme indiqué ici, le projette brusquement tête en avant, on observe une ouverture des bras et des mains pour parer la chute. La réaction doit être présente et symétrique. L'absence à 1 an est modérément anormale, l'absence après 17 mois est très anormale. L'ensemble de ces données est enregistré après codage, anomalie modérée codée 1, anomalie sévère codée 2, puis disposée sur une grille de synthèse. Tout au long de l'examen, la qualité des performances motrices est évaluée. De cette façon, les éventuelles conséquences fonctionnelles d'un déficit neurologique seront estimées. Pour prendre un exemple, cet enfant qui marche à 15 mois sera considéré comme fonctionnellement normal pour l'axe et les membres inférieurs. L'absence de marche indépendante après 18 mois serait considérée comme anormale. Observez comment l'enfant manipule de petits objets, apporte les informations sur la fonction des membres supérieurs. Cet enfant âgé d'1 an ouvre ses mains, a des mouvements d'abduction du pouce, peut isoler son index pour pointer et manipuler du bout des doigts. La zone normale pour les valeurs obtenues par l'examen du tonus passif est très large. À titre d'exemple, et bien que moins coopérante que Sébastien, Rosie, également âgée d'1 an, a des angles tous plus grands. Cathy a exactement 5 ans. En utilisant les mêmes manœuvres, on peut remarquer que tous les angles sont un peu plus fermés que ceux des enfants d'1 an. Par exemple, le poplité est à 120 degrés, le talon-oreille de même, et on perçoit une résistance à la manœuvre du foulard, d'où la nécessité d'un second jeu de normes après 18 mois. L'équilibre fléchisseur-extenseur du tronc est normal, la dorsiflexion du pied et les réflexes sont normaux. Le ballon du pied est souvent difficile à chercher, même à 5 ans, mais le ballon de la main est plus facile. Les mouvements chez Cathy sont libres et symétriques. Sa démarche est normale, elle peut marcher sur les talons, elle peut marcher le long d'une ligne, sauter comme attendu à son âge. La zone des valeurs normales est également très large à cet âge. David a presque 5 ans, les angles poplités, talon-oreille, dorsiflexion du pied sont tous nettement plus serrés que chez la petite fille précédente. Malgré cela, le tonus passif de ce garçon reste dans les valeurs normales de son groupe d'âge. Chez les 3 enfants suivants, beaucoup d'anomalies sont présentes. Daniel a 19 mois. Le périmètre céphalique est petit, inférieur au 3e percentile. On remarque également des mouvements involontaires de la bouche et une manipulation très pauvre. Le tonus passif est augmenté au niveau des 4 membres. L'angle des adducteurs est très serré, inférieur à 40 degrés, de même que le poplité, qui est à 80 degrés. La flexion ventrale est limitée. Dans la dorsiflexion du pied, faite lentement, l'angle est de 70 degrés, c'est-à-dire dans les limites de la normale, mais dans la recherche rapide, on observe une contraction anormale de type phasique à gauche et tonique à droite. Il n'y a pas de station assise véritablement indépendante, la posture est anormale, avec chute en arrière, il n'y a pas de réaction de protection latérale, il ne peut pas non plus tenir debout sans appui, les membres inférieurs sont en ciseaux. Enfin, comme vous le voyez,
la marche automatique reste présente et il n'a pas de parachute. Ces résultats sont résumés sur la grille de synthèse, 1 pour les anomalies modérées, 2 pour les anomalies marquées. Le déficit neurologique est évident, et ce déficit a des conséquences sur tous les aspects de la fonction motrice, contrôle de la tête excepté, retentissement fonctionnel, résumé ici. Caroline a 17 mois corrigés. Elle n'a pas accepté la situation d'examen sur la table. Je l'ai donc examinée sur les genoux de sa mère. Elle n'a pas de contrôle de la tête. Elle ne peut pas tenir assise et son dos est très rond. Les mains sont le plus souvent très fermées et elle est incapable de manipuler de petits objets. Le tonus des 4 membres est augmenté. L'angle des adducteurs est de 60 degrés, poplité et talon-oreille 90 degrés. Dans la dorsiflexion rapide, une contraction de type tonique est présente des deux côtés, bien que l'angle lent soit normal. Remarquez également l'extension permanente du gros orteil droit, le bavage et les mouvements involontaires de la bouche. En résumé, il y a déficit neurologique et dysfonction sévère. Laurence a 4 ans. L'angle des adducteurs, 130 degrés, est dans la zone normale, mais on observe une limitation marquée de la dorsiflexion du pied. À droite, un angle de 90 degrés, à gauche, un angle de 100 degrés, avec une contraction phasique. Remarquez aussi la maladresse des mouvements lorsqu'il descend de la table, et la position des pieds dans la course qui lui permet de compenser la limitation de la dorsiflexion. En résumé, il existe un déficit neurologique mais sans retentissement fonctionnel à cet âge. L'examen neuromoteur de Laurence a toujours montré les mêmes anomalies, avec un retentissement fonctionnel évident entre 1 an et 2 ans, puisqu'il n'a tenu assis qu'à 15 mois et qu'il n'a marché qu'à 21 mois. Les tests psychométriques faits le mois dernier ont révélé d'autres aspects du déficit neurologique, en particulier des problèmes d'intégration visio-motrice, comme vous le voyez ici, problèmes qui vont très probablement retentir sur l'apprentissage scolaire. En fait, sa maîtresse de maternelle a déjà signalé une concentration médiocre et un langage insuffisant. Ainsi, les conséquences fonctionnelles changent à mesure qu'il grandit, mais les réponses anormales à la dorsiflexion du pied persistent inchangées, comme la signature de l'origine neurologique de ces troubles. En conclusion, ce type d'évaluation est simple, rapide, bien toléré par parents et enfants. Il ne nécessite pas d'équipement. Les résultats sont non dépendants des facteurs socio-culturels, à condition que chaque manœuvre soit faite selon les instructions données. La validité est bonne. Des contrôles périodiques sur la technique d'examen et le codage sont cependant conseillés dans chaque équipe. Ainsi, du point de vue de la surveillance clinique au cours de la petite enfance, ces examens répétés permettront de reconnaître tôt les déficits neurologiques et d'orienter le traitement en conséquence. Du point de vue de la recherche, chaque déficit neurologique peut être identifié et classé entre 9 mois et 5 ans sans avoir recours à des diagnostics physiopathologiques. Les anomalies peuvent être repérées dès les premiers mois de la vie et leur évolution suivie tout au long de l'enfance. Nous pensons que cette méthode apporte une base structurée pour uniformiser le recueil des données de l'examen neuromoteur. Nous proposons l'utilisation de cette technique dans toutes les enquêtes épidémiologiques sur l'avenir à long terme afin de permettre la comparaison des résultats.